Bonjour à tous, je m'appelle Jack. Aujourd'hui, nous allons examiner une nouvelle affaire tragique. En janvier 1999, David et Belinda Temple attendaient leur deuxième enfant. Belinda devait accoucher très prochainement. Les médecins prévoyaient le début du travail dans quelques semaines. Comme toutes les femmes enceintes, Belinda était très fatiguée et se lassait rapidement, d'autant plus qu'elle devait s'occuper de leur fils Evan, qui demandait aussi beaucoup d'attention. Ce jour-là, David a décidé de soulager sa femme des tâches ménagères et de lui laisser un moment de repos en soirée. Pour qu'elle ne soit pas dérangée, il est parti se promener avec leur fils au parc. Père et fils s'amusaient en marchant à l'air frais. La promenade ayant ouvert l'appétit, ils sont ensuite allés dans un café pour manger un sandwich et boire un soda. Après cela, ils sont rentrés en voiture. En arrivant chez eux, David s'est aperçu que la porte d'entrée était brisée, avec du verre cassé. « Evan, je vais t'emmener chez les Harland un moment, d'accord ?» dit David. Sans attendre la réponse de son fils, il l'a rapidement conduit de l'autre côté de la rue, chez leurs amis. « Pourquoi ne pouvons-nous pas aller voir maman ?» demanda Evan, peinant à suivre son père. « Maman est à l'hôpital en ce moment », répondit David, sans pouvoir dire plus. Canton Harland a à peine ouvert la porte que David, sans un mot, est entré dans le salon avec son fils et s'est précipité vers sa maison. Ne comprenant rien, Canton a appelé sa femme pour qu'elle s'occupe de l'enfant, puis a suivi son ami silencieux. « Que se passe-t-il » cria-t-il, mais en voyant la porte brisée, il a vite compris que David ignorait ce qui l'attendait à l'intérieur. « Je m'appelle Elias Moncler. Vous regardez la chaîne Les Ombres du Crime. Merci de regarder mon contenu. Je serai ravi de votre abonnement et like. Bon visionnage. » La maison était en désordre, tous les placards ouverts, des affaires éparpillées au sol, et surtout, des traces de sang menant à l'escalier. Canton a écarté David et a aperçu Belinda, étendue face contre terre, les bras écartés, avec une grave blessure à l'arrière de la tête. David, visiblement sous le choc, ne cria pas, ne prononça pas un mot, ne se précipita pas vers sa femme, mais sortit son téléphone pour appeler la police. L'opérateur, ne s'attendant pas à une telle brutalité, demanda à David de vérifier le pouls de Belinda et de pratiquer un massage cardiaque. David répliqua « Quel massage cardiaque ? Sa tête est éclatée partout sur les murs. » Les policiers sont rapidement arrivés, mais ils ont eu du mal à entrer dans la maison. Le bull terrier de la famille, nommé Shaq, grognait et aboyait contre les agents en uniforme, prêts à se jeter sur eux. Un policier a même dégainé son arme de service, mais David, sorti de la maison, leur a crié de ranger leurs armes et a rapidement emmené le chien dans le garage. À l'intérieur, la police a examiné les lieux et a conclu qu'il s'agissait d'un cambriolage. Les voleurs, ignorant que la maîtresse de maison était là et enceinte, ont dû tirer sur elle pour éliminer une témoin. Belinda avait obtenu un diplôme universitaire dans sa ville natale en 1986. Sa sœur jumelle, Brenda, était partie étudier à l'université de Steve Austin, mais Belinda était restée chez ses parents. Au lycée, elle avait commencé à fréquenter Marshall Kelm, un homme de 3 ans son aîné, dont elle était folle amoureuse. Ses parents s'opposaient à cette relation, craignant qu'à cause de ce garçon, leur fille n'obtienne pas une formation prestigieuse, ne tombe enceinte trop tôt et abandonne même ses études supérieures. Cela causait de nombreux conflits à la maison. La mère de Belinda refusait qu'elle commence une vie commune avec Marshall et lui lançait souvent des phrases du genre « Ce n'est personne pour toi. Quand tu seras mariée, tu pourras aller où tu voudras, mais pour l'instant, tu as ta maison. » Belinda était une fille têtue qui obtenait toujours ce qu'elle voulait, et elle a dû prendre les paroles de sa mère comme un avertissement. Plus tard, lors d'un dîner familial où Marshall avait été invité, le jeune couple annonça qu'ils allaient se marier. Un lourd silence s'installa autour de la table. « Eh bien, puisqu'ils ont pris leur décision, » gronda la mère en serrant les dents, et ils passèrent le reste de la soirée sans un mot. Belinda avait pris cette décision pour montrer à ses parents qu'elle était adulte et capable de faire ses propres choix. Marshall n'était pas très motivé par un mariage officiel, mais il n'a pas refusé la demande de sa compagne. Il n'y eut pas de grande fête. Belinda porta la robe blanche de sa sœur, appela quelques amis, et eux deux signèrent les papiers avant de se promener en ville en buvant du champagne et en s'amusant. Le lendemain, Belinda fit ses valises et emménagea chez son mari, qui vivait encore chez ses parents, sans prévoir de louer un logement séparé. Le mariage officiel n'a en fait pas changé leur relation. Comme mentionné, Belinda l'a fait pour ne plus entendre les reproches maternels et devenir indépendante. Mais cette vie s'est avérée bien amère.
Moins de 6 mois plus tard, Marshall passait de moins en moins de temps à la maison, prétextant travailler tard, mais en réalité, il fréquentait une autre femme. Belinda s'en rendit compte lorsqu'elle remarqua que son mari se comportait étrangement. Un jour, elle attendit la fin de sa journée de travail et le suivit. C'est alors que la vérité éclata. Marshall tenait la main d'une inconnue, probablement une collègue. La femme trompée ne fit pas de scène de jalousie, mais fit ses valises et retourna chez sa mère. Marshall resta longtemps devant la porte de la maison, appelant souvent pour demander pardon, mais Belinda était trop fière pour lui pardonner. Le couple divorça peu après. En 1998, Belinda était enceinte de son enfant et travaillait encore à temps partiel dans une école. Les enfants l'écoutaient à moitié, la respectaient pour son équité et la craignaient un peu. Belinda craignait de manquer la compétition de basket-ball entre écoles à cause de sa grossesse et de ne pas pouvoir bien préparer son équipe, d'autant que son collègue Richard Bachman ne s'intéressait pas du tout à son équipe ni aux enfants. Il lui avait souvent avoué que s'il avait un autre travail, il aurait abandonné l'enseignement depuis longtemps. Belinda ne supportait pas cette attitude et ne comprenait pas comment cet homme de 40 ans, peu dynamique, occupait toujours son poste. Belinda n'était pas du genre à ignorer l'absentéisme des élèves. Quand elle remarqua qu'un de ses élèves de terminale, Riley Joe Sanders, était absent depuis des mois, elle s'en inquiéta. Elle demanda à ses collègues si ce problème la concernait en tant que professeur ou si l'élève était un absentéiste chronique. Ses collègues lui répondirent que ce n'était pas son problème, que le garçon venait d'une famille difficile, que personne ne s'occupait de lui et qu'il venait très rarement à l'école. Belinda ne voulait pas en rester là. Ce même soir, elle rendit visite à la mère de l'élève, qui habitait à proximité, et eut une discussion sérieuse avec elle. Cette démarche porta ses fruits, mais pas tout à fait comme la jeune enseignante l'avait imaginé. Riley Joe Sanders venait en cours et s'entraînait au même niveau que les autres élèves. Mais lors d'un match de basket-ball, quand Sanders poussa son adversaire et que Belinda dénonça son comportement inacceptable, il la traita de manière irrespectueuse et lui lança même des menaces, lui disant qu'elle aurait à lui répondre et qu'elle ferait mieux de se méfier, surtout le soir. En 1987, après sa rupture avec Marshall, Belinda n'avait plus rien pour s'accrocher dans sa ville natale. Elle suivit donc sa sœur à l'université d'État Stephen F. Austin. Elle apprécia beaucoup son séjour à l'université, semblant vraiment avoir trouvé sa voie. En plus de ses études, elle travaillait à temps partiel comme entraîneuse de basket-ball, et elle avait de grandes attentes. Dans cette même université, elle rencontra David Temple. Lui aussi était entraîneur à temps partiel, mais pour le soccer, et il jouait également pour l'équipe universitaire en tant que capitaine. Le soccer était une partie intégrante de la vie de David, qu'il pratiquait depuis l'enfance. Dès son plus jeune âge, il était évident qu'il deviendrait une star. À l'école, il jouait toujours avec succès pour son équipe, ce qui lui valait le respect de tous les enseignants. Malgré son caractère difficile, David pouvait facilement offenser quelqu'un ou même se battre. Mais il s'en sortait toujours, car sur le terrain, pendant le match, il commençait souvent par un demi-tour avant de s'énerver pendant longtemps. Plus tard, un des joueurs de son équipe expliqua que cette agressivité venait du fait qu'il prenait des stéroïdes. Avec Belinda, David se comportait complètement différemment. Il devenait un homme attentionné, capable de porter sa reine dans ses bras. Mais dès qu'une autre personne souriait à sa bien-aimée, David s'énervait tout de suite et voulait régler ça à coups de poing. Belinda fit aussi la connaissance des parents de David, qui l'adoraient littéralement. Ils étaient ravis qu'elle partage avec leur fils cette passion dévorante pour le sport, ce qui leur donnait beaucoup de points communs. Mais la sœur jumelle de Belinda, ainsi que ses amis, ne furent pas très enthousiastes face à cette union. Avant de rencontrer David, elle connaissait Belinda comme une personne forte et indépendante. Dans cette relation, elle avait beaucoup changé, devenant réservée, calme, humble, donnant l'impression que sa vie entière tournait autour de David. De plus, étant dans cette relation toxique, Belinda s'éloigna de sa famille. Ses appels à ses parents se firent de plus en plus rares, et elle cessa complètement de rentrer chez elle, que ce soit pour les vacances ou les week-ends. Qui dans sa famille pouvait vraiment apprécier cela? Vers la fin de leurs études, le couple adopta un bull terrier qu'ils nommèrent Shaq. Après avoir reçu leur diplôme tant attendu, David et Belinda se marièrent. En 1999, la police commença à examiner la scène du crime. Comment un cambrioleur avait-il pu entrer dans une maison gardée par un chien aussi agressif? Comment avait-il pu distraire le bull terrier,
qui empêchait la police de pénétrer dans la cour des Temple. Ensuite, ils se concentrèrent sur la porte d'entrée. Le verre avait été brisé, comme si le cambrioleur avait essayé d'ouvrir la serrure de l'intérieur. Mais dans ce cas, les éclats de verre auraient dû être près du seuil. Or, il se trouvait à droite de l'entrée, un peu plus loin. Le verre avait donc été cassé lorsque la porte était déverrouillée. Pourquoi faire cela? Dans le salon, une boîte reposait sur une table de nuit, avec une télévision renversée sur le sol à côté. Le policier l'ouvrit, et à l'intérieur se trouvaient des boucles d'oreilles, des bagues, une chaîne, toutes en or. Étrangement, le cambrioleur n'avait pas touché aux bijoux. À chaque minute passée dans la maison des Temple, les policiers devenaient de plus en plus convaincus que ce qui s'était passé ressemblait à une mise en scène. Ils savaient par expérience que lors d'un cambriolage, le criminel emporte tout ce qu'il peut trouver et transporter. Or ici, il semblait que rien n'avait été volé. Et puis il y avait ce chien, qui ne quittait pas leur esprit. Quelque chose clochait clairement. Concernant le meurtre, la victime avait reçu une balle dans la nuque, probablement tirée avec un fusil de chasse de calibre 12, alors qu'elle était à genoux, dos à son agresseur. Pourtant, un fusil de chasse n'est pas une arme fréquemment utilisée par les cambrioleurs. Il est difficile à transporter discrètement. Dans le cas de Belinda, le meurtre avait eu lieu en plein après-midi, vers 16 heures. Un criminel ne se promènerait pas en plein jour avec un fusil de chasse. « David, gardez-vous des armes chez vous ?» demanda la police. « Oui, j'ai quelques fusils », répondit-il. David montra ses armes au policier, mais le fusil de chasse qui aurait pu tuer Belinda n'en faisait pas partie. Les policiers demandèrent à David de les accompagner au poste pour une déposition et pour faire l'inventaire des objets volés. L'homme était très nerveux, mais il accepta. Son fils Evan, qui ignorait encore ce qui s'était passé, resta chez Harland. En 1996, David Temple et Quentin Harland, en plus d'être voisins, travaillaient dans la même école. On pouvait dire qu'ils étaient de vrais amis. Ils se retrouvaient souvent en dehors des heures de travail pour regarder des matchs à la télévision ou organiser des barbecues en famille. Un jour, David et Quentin furent réunis par autre chose que leur passion pour le sport. Une jeune enseignante venait d'arriver à l'école, Heather Scott. Quentin lui fit immédiatement des avances, lui montrant beaucoup d'attention, et un jour, il l'invita même à dîner le soir. Mais Heather refusa. Il se trouvait que Quentin avait un rival, et ce rival était, à sa grande surprise, David. Quentin était furieux et amer que son ami marié, qui avait même un fils, entretienne une relation secrète sur son lieu de travail. Il faut reconnaître que Quentin était un bon ami et savait garder un secret. Heather ne se doutait même pas que David était marié, puisqu'il ne portait pas d'alliance et ne parlait pas de sa vie privée. En dehors de l'école, David et Heather se comportaient comme un couple heureux, ce que tout le personnel enseignant remarqua. Belinda ignorait tout de cette double vie de David. Une fois, elle parla à Quentin et lui confia qu'elle soupçonnait son mari d'infidélité. Mais Quentin la dissuada, lui disant qu'elle avait une imagination trop fertile. « David est ton mari et un homme de famille exemplaire. Comment pourrais-tu penser une chose pareille ?» Il y avait pourtant matière à s'interroger. Si auparavant David était très respectueux envers Belinda, il lui arrivait désormais de l'insulter même en public. Par exemple, il la traitait souvent de grosse, alors qu'elle n'avait pris que quelques kilos après une grossesse. Il lui demandait aussi d'aller dans une autre pièce lorsque des invités étaient présents, comme si elle les effrayait par son apparence négligée, et bien d'autres choses. Au lieu d'avoir une discussion sérieuse avec son mari, Belinda acceptait cette attitude, mais elle pleurait la nuit et se sentait profondément malheureuse en tant que femme. Pendant ce temps, David profitait pleinement de sa nouvelle relation avec Heather. En 1999, la police soupçonnait David, mais ne pouvait rien prouver. En feuilletant les dossiers des cambriolages du quartier, ils apprirent qu'une maison de la rue voisine avait été cambriolée 8 jours avant le meurtre chez les Temple. Le coupable était Riley Joe Sanders, le même élève dissipé de l'école où Belinda enseignait et qui l'avait menacé. Il fut immédiatement convoqué pour un interrogatoire. Riley n'avait pas d'alibi le jour du meurtre. De plus, son père possédait un fusil de chasse, un calibre 12. Mais lors de la perquisition chez les Sanders, aucune arme ne fut retrouvée. Quand l'adolescent comprit que la police avait des raisons suffisantes pour le retenir, lorsqu'il a compris que la police avait toutes les raisons de le retenir, il a avoué qu'au moment du meurtre de l'enseignante, il était avec des amis.
Il avait caché cela parce qu'il était avec un groupe nombreux qui consommait du cannabis, et il ne voulait pas compromettre les autres avec son témoignage. Les charges contre Riley ont été abandonnées en 1998. En raison d'une nouvelle relation avec une collègue, David s'est de plus en plus éloigné de sa famille. La pression psychologique qu'il exerçait sur sa femme grandissait constamment. Il ne lui avait jamais levé la main, mais toute leur communication se réduisait à des insultes. Cette année-là, Belinda a appris qu'elle était de nouveau enceinte. Cette nouvelle lui a fait oublier toutes les offenses passées de David, et elle était aux anges. David semblait essayer de jouer le rôle d'un père heureux, mais cela ne fonctionnait pas vraiment. Parfois, il ne rentrait même pas le soir, et Belinda avait peur de lui demander la raison de ses absences, car il pouvait se mettre en colère et provoquer de véritables disputes. Enceinte, elle ne souhaitait pas cela. Elle demandait souvent à David de l'aider à préparer la naissance, à faire des courses, à réparer la nouvelle chambre d'enfant, à installer des étagères, mais il ignorait toutes ses demandes. Belinda, malgré sa grossesse, faisait tout toute seule, les courses, la peinture des murs, le montage des meubles. Noël approchait, Belinda était déjà enceinte de 8 mois. Elle voulait discuter avec son mari des cadeaux, mais David proposa qu'il ne s'en fasse pas cette année, préférant économiser pour le bébé à naître. Les médecins avaient averti Belinda qu'elle risquait un accouchement prématuré, peut-être avant le Nouvel An. Noël arriva. Bien qu'ils aient convenu de ne pas s'offrir de cadeaux, David ne donna rien à Belinda, même pas un petit présent. Pire encore, il fit ses valises et annonça qu'il passerait les fêtes avec des amis à la chasse. Belinda en parla à sa sœur, qui annula tous ses plans pour venir la soutenir. Les médecins avaient prévenu que l'accouchement pouvait survenir à tout moment. David, bien sûr, n'était pas parti chasser. Il passait les fêtes avec Heather, qui portait un collier en or offert par David. En 2007, il semblait que David avait presque oublié le meurtre de sa femme, comme si Belinda n'avait jamais existé. Il ne se souciait pas que 5 ans se soient écoulés sans que le coupable soit retrouvé. Il avait épousé Heather en 2001 et ils élevaient ensemble Evan. Mais en novembre 2004, la police frappa à sa porte. David fut menotté et informé qu'il était suspecté du meurtre de Belinda. David niait toujours les faits. Son procès ne débuta qu'en 2007. Selon l'enquête, le mobile était sa nouvelle relation avec Heather. Des collègues de David témoignèrent qu'il se vantait pendant la grossesse de Belinda d'avoir facilement remplacé sa femme enceinte par la jeune et belle Heather. Selon l'accusation, David aurait tué Belinda dès son retour du travail, car elle fut retrouvée en uniforme et chaussures de travail. Il aurait ensuite simulé un cambriolage en bouleversant la maison, avant de partir rapidement au parc avec son fils, ce qui lui fournissait un alibi. L'accusation souligna que rien n'avait été volé et qu'un chien agressif dans la cour empêchait toute intrusion. L'arme du crime aurait été jetée par David dans une rizière, près de laquelle des témoins avaient vu sa voiture, avec seulement Evan à bord. Cependant, cette arme ne fut jamais retrouvée. Heather déclara que leur relation avant le meurtre n'était pas sérieuse et qu'elle ne l'aimait pas, ce qui sema le doute dans l'esprit du jury. David aurait-il tué sa femme pour une liaison sans engagement ou Heather mentait-elle pour le protéger? En novembre 2007, David fut condamné à la prison à vie. En 2009, un ami de Riley Sanders se présenta à la police pour se libérer la conscience. Il raconta que quelques années auparavant, Riley lui avait confié avoir pris le fusil de chasse de son père pour tenter de cambrioler la maison des Temple, dans le but de donner une leçon à son professeur. Mais il avait été effrayé par un chien et était parti sans rien faire. Ce témoignage fut présenté au tribunal et une révision de l'affaire fut engagée. Entre-temps, David fut libéré sous caution. Heather, ne souhaitant plus être l'épouse d'un homme incertain sur la durée de son incarcération, demanda le divorce. Le jury mit longtemps à se décider sur la peine de David. C'est alors que la pandémie commença, retardant encore l'affaire. Ce n'est qu'en 2023 que le dossier fut réexaminé. David fut finalement reconnu coupable et condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 17 ans. Son fils Evan, tout au long du procès, n'avait pas cru que son père pouvait être capable d'un tel acte et l'avait soutenu jusqu'au bout. Vous avez regardé la chaîne Les Ombres du crime. Merci d'avoir regardé et bonne journée.